Bonjour. Alors voilà, on va parler aujourd'hui de la franc-maçonnerie. Alors il y a beaucoup de confusion, il y a des anti-maçons, il y a des pro-maçons, il y a des francs-maçons, et puis des anti-maçons, des gens qui parlent un peu de complot judéo-maçonnique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup moins malsain qu'on ne s'imagine souvent. Enfin c'est des histoires assez compliquées. Enfin on va parler de la franc-maçonnerie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent ou qui s'écrivent et qui sont pas toujours vraies du côté des francs-maçons, aussi bien que du côté des gens qui les considèrent comme des espèces de satanistes ou je sais pas quoi. Ce qui n'est pas le cas. Alors on va essayer d'être objectif et surtout, la franc-maçonnerie ne fut pas créée au XVIIIe siècle. On a prétendu que Sir Isaac Newton en était l'inventeur. Alors il n'existe aucune preuve de ce fait. Isaac Newton était peut-être franc-maçon, on ne sait pas. C'est possible. Il s'intéressait beaucoup à l'alchimie, ça c'est sûr. Est-ce qu'il était franc-maçon? Peut-être. Il n'a jamais prétendu lui-même avoir créé la franc-maçonnerie. Il n'y a aucune obédience, aucune loge maçonnique qui a revendiqué l'appartenance de Sir Isaac Newton à la franc-maçonnerie. Certains pensent que c'est né en Écosse, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il va falloir parler un petit peu des constitutions d'Anderson. Alors là, ça va être la première vidéo. Moi, je vais essayer d'être un petit peu rapide parce que c'est un sujet vaste et sur lequel il y a beaucoup d'idées reçues, et même parfois de la part des francs-maçons eux-mêmes. Les constitutions d'Anderson ont été rédigées au XVIIIe siècle par des francs-maçons protestants qui voulaient réformer la franc-maçonnerie. Alors ces rédacteurs protestants ont détruit d'ailleurs bon nombre de documents attestant de l'origine beaucoup plus ancienne de la franc-maçonnerie. Cependant, certains de ces documents ont été conservés et sont consultables dans les bibliothèques. Hein. Moyennant quelques recherches, on arrive à les consulter. Alors justement, on va en reparler un petit peu après. Alors l'origine de la franc-maçonnerie remonte à la nuit des temps et passe par les bâtisseurs de pyramides égyptiens, c'est pas des légendes, par les constructeurs de cathédrales, par le pythagorisme aussi. Pythagore qui était un mathématicien mais aussi une espèce de religieux, qui avait une sorte de secte, mais initiatique. Enfin, j'emploie pas ici le mot secte au sens péjoratif qu'il a acquis ces derniers temps, tout à fait légitimement d'ailleurs. Alors, la franc-maçonnerie était à l'origine une initiation spirituelle de métier. Il s'agissait de perfectionner le caractère et d'élever l'âme de l'apprenti maçon, de l'apprenti constructeur, par l'exercice d'un métier lié à la construction. En travaillant la matière, l'apprenti maçon travaillait en même temps sur son âme. Voilà la vraie raison de l'exclusion des femmes de la franc-maçonnerie d'ailleurs durant bien des siècles. Le métier de maçon ayant été réservé aux hommes durant tout le Moyen Âge et aussi durant la Renaissance, les femmes ne pouvaient être initiées à la franc-maçonnerie. Voilà, alors, les principes de la franc-maçonnerie qui sont à l'origine des valeurs spirituelles que l'on retrouve dans presque toutes les religions lorsqu'elles sont bien comprises sont essentiellement la tolérance religieuse, la fraternité, c'est-à-dire la solidarité, l'égalité entre frères maçons d'abord, puis par extension entre citoyens. Ça, c'est les trois grands principes qu'on retrouve aussi bien en Angleterre qu'en France, mais avec des interprétations un peu différentes, on en reparlera. Alors, la franc-maçonnerie ne dirige pas le monde en sous-main, il ne s'agit pas vraiment d'un pouvoir occulte, les intentions des francs-maçons ne sont pas dissimulées, mais c'est vrai que les secrets des francs-maçons sont de deux sortes. Premièrement, ils sont les adversaires déclarés de l'Église catholique depuis un certain temps déjà. Ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, bien au contraire. N'en déplaise aux catholiques comme aux francs-maçons niant la véritable histoire de leur ordre initiatique. Enfin, ça, on en reparlera aussi. Maintenant, il y a les francs-maçons essayent d'influencer un petit peu, influencer, hein, pas diriger, hein, c'est pas des gouverneurs occultes ou je sais pas quoi, d'influencer un petit peu les législations des démocraties pour introduire certains principes qu'ils considèrent comme humanistes, les valeurs universelles, tout ça. Et encore, ça n'a pas vraiment de rapport avec les Lumières et la philosophie des Lumières. Et c'est un rapport en même temps, c'est assez complexe. On en reparlera. Les francs-maçons ont toujours fait l'objet de haine et de suspicion, hein, qui les conduisent encore de nos jours à rester discrets sur leur appartenance maçonnique, bien souvent. Ce qui n'est pas tellement le cas aux États-Unis d'ailleurs. Mais souvent en France, on cache son appartenance maçonnique parce que, à cause des extrêmes, etc. Ensuite, il s'agit d'une organisation initiatique. Et il est évident qu'on ne révèle pas à un apprenti ce qu'on confie à un compagnon. De même que les compagnons maçons en savent moins que ceux ayant atteint le grade de maître. Hein. Apprenti, compagnon, maître, c'est les trois degrés de l'initiation, déjà dans beaucoup d'organisations initiatiques, même dans le soufisme. Hein. Il y a le mourid, le salik et le mourad, et ben là on a le compagnon,
L'apprenti, le compagnon, le maître. Et c'est comme ça, et même chez les pythagoriciens, bon, il y avait un petit peu plus de degrés, mais ça se résume à trois en général. Mais ces secrets ne cachent nullement des intentions et des actions inavouables ou maléfiques comme certains le croient trop volontiers. Alors, la franc-maçonnerie se définit elle-même comme une société philanthropique et philosophique dont les enseignements sont véhiculés à travers des symboles. Ces symboles sont des symboles constructifs ou liés à l'art de bâtir des édifices. La loge maçonnique est ainsi une sorte de temple représentant, symbolisant le cœur ou l'âme du frère maçon. La balance, par exemple, qui est un symbole maçonnique qu'on retrouve pas super souvent mais qu'on retrouve, représente l'équilibre entre la loi dure mais nécessaire et l'indulgence tout aussi nécessaire lorsqu'elle est pratiquée sans exagération. La pierre brute représente l'âme grossière avec ses imperfections et la pierre taillée représente l'âme perfectionnée par l'exercice spirituel et l'entraînement aux valeurs maçonniques que sont la tolérance, la modestie, la solidarité, la philanthropie, etc. L'équerre et le compas peuvent ainsi représenter plusieurs choses, l'équilibre et la complémentarité entre la douceur et la rigueur, hein, le cercle, le carré, mais aussi la complémentarité et l'interpénétration de l'âme et du corps, de l'esprit et de la matière. Alors il faut malgré tout ajouter qu'il existe de nos jours plusieurs francs-maçonneries qui, si elles s'accordent sur quelques valeurs de base, sont parfois très différentes dans leurs règles et leur fonctionnement. Certaines obédiences n'acceptent pas les femmes à l'initiation. D'autres n'acceptent pas la mixité sexuelle dans les loges, et d'autres encore acceptent aussi bien les femmes que les hommes aux mêmes endroits. Euh, mais ce ne sont pas là les seules divergences entre les obédiences considérées comme régulières ou irrégulières. Ça c'est encore un autre truc. On en reparlera parce que c'est un sujet vaste. Et puis que ouais, on peut pas en parler en 3 minutes. Et les vidéos, forcément, c'est court. Certaines obédiences sont plutôt déistes, même si le principe de tolérance demeure leur base historique. D'autres obédiences, comme le Grand Orient de France, sont très laïques et plutôt athées, même si l'athéisme n'est évidemment pas une obligation pour les membres du Grand Orient. En revanche, la Grande Loge nationale de France, il faut être déiste, voire monothéiste, mais sans distinction de religion, musulmans, juifs et chrétiens francs-maçons doivent se respecter mutuellement selon les principes des ordres maçonniques dits réguliers. Mais une chose pour laquelle on ne peut admettre aucune discussion, personne, moi d'emblée je le dis tout de suite, c'est la franc-maçonnerie n'a pas toujours été l'ennemi de l'Église catholique. Car autrefois un franc-maçon devait être un bon chrétien pour prétendre à l'initiation. Eh oui, les choses ayant évidemment bien changé. De plus, il n'existe absolument aucune preuve que la franc-maçonnerie soit une création anglaise du XVIIIe siècle. Seulement quelques maigres indices de la possibilité d'une éventuelle origine écossaise. Mais la réalité est bien différente car il existe au contraire bien plus de preuves, ou en tout cas d'indices, de l'existence d'une franc-maçonnerie bien plus ancienne qu'on ne le prétend chez les francs-maçons modernes, qui voudraient bien ignorer une ascendance qui à leurs yeux est plus gênante que prestigieuse, ce en quoi je suis convaincu qu'ils ont grandement tort. Les constitutions d'Anderson ont été rédigées par des francs-maçons protestants ayant rompu avec l'Église et ayant justement introduit une fausse tolérance dans la maçonnerie spéculative, par rapport à la maçonnerie opérative qui était fondée sur l'exercice d'un métier, du métier de maçon, du métier de tailleur de pierre, constructeur, charpentier, etc. Voilà. Car si la franc-maçonnerie actuelle, surtout en France, accepte comme frères des musulmans, des juifs, des chrétiens et parfois des athées, des agnostiques comme dans le cas du Grand Orient, elle méprise généralement les catholiques et elle a tendance à considérer comme des ennemis mais c'est pas, on comprend, hein, pour des raisons historiques qu'aucune personne ayant eu une scolarité plutôt normale ne peut ignorer. Hein, voilà, en France, c'est un peu toutes les histoires de religion, pour la France, c'est un peu compliqué. Même pour l'Europe en général, mais en particulier pour la France. Il faut dire aussi que la franc-maçonnerie n'a pas organisé secrètement la Révolution française. Il y a certains francs-maçons qui le croient eux-mêmes, non, c'est pas vrai. La meilleure preuve en est que de nombreux contre-révolutionnaires et aristocrates monarchistes et catholiques ont été des francs-maçons notoires, ayant même eu parfois un degré élevé dans la hiérarchie maçonnique. Bah, les exemples les plus connus étant Joseph de Maistre et Louis de Bonald. Mais il y en a d'autres. Hormis quelques grands principes comme la fraternité, l'égalité en droit et en devoir, la générosité à l'égard des moins favorisés des citoyens, la tolérance religieuse et philosophique et le perfectionnement du caractère à travers des symboles constructifs et des rituels initiatiques, les obédiences maçonniques ont bien souvent des interprétations différentes de ces grands idéaux humanistes. L'exemple le plus évident de ces divergences étant bien sûr la différence entre les valeurs anglo-saxonnes, le modèle anglo-saxon et celle de la République française. Des documents tout à fait authentiques et accessibles, moyennant quelques efforts de recherche, sont d'ailleurs tout à fait édifiants sur les origines véritables de la franc-maçonnerie. La plupart des francs-maçons actuels prétendent quant à eux que ces documents sont récents et contiennent des légendes destinées surtout à l'édification des initiés, et à donner un certain prestige à un ordre jugé noble, et qui le demeure encore dans une large mesure, même si un certain dévoiement devient difficilement contestable ces derniers temps, au moins en ce qui concerne certaines obédiences habituées au rififi. Hein.
On parle pas de la loge P2 qui était pas vraiment une loge maçonnique, hein, c'était une fausse loge maçonnique. Mais quand je parle de Réfifi, je parle pas de choses sataniques ou comme Léo Taxil, d'ailleurs on va en parler un peu, le prétendait. Il n'est pas possible d'évoquer ce sujet sans rappeler l'affaire Léo Taxil, un anti-maçon qui n'a pas hésité à calomnier l'ordre franc-maçonnique et à l'accuser des pires horreurs, et cela en produisant des faux documents inventés de toutes pièces pour nuire à la franc-maçonnerie. Alors les documents que nous évoquons plus haut existent, que j'évoquais tout à l'heure, sont le plus souvent constitués des old charges, des documents réglementant l'exercice du métier de franc-maçon et énumérant les règles de vie dans la confraternité des constructeurs. Nous en reproduisons nous en reproduirons quelques extraits ci-dessous. Alors voilà, on va arrêter la vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, on va la fractionner au cas où.